12 novembre 1943. Un bureau exigu au Bendler Block, Berlin. Le bâtiment au 76 Tierpitzhofer abritait le centre névralgique des opérations de renseignement de l'armée allemande, où deux des analystes les plus accomplis de la Wehrmacht étaient sur le point d'affronter une vérité qui allait briser toutes les hypothèses du haut commandement allemand concernant leur ennemi. Le colonel Reinhard Gehlen, chef de la section armées étrangères Est, était assis en face de son homologue, le colonel Alexis von Rohen, qui dirigeait la section armées étrangères Ouest. Les deux hommes avaient accédé à leur poste grâce à une brillante perspicacité analytique et une attention méticuleuse aux détails. Tous deux avaient passé des années à suivre les capacités ennemies avec une précision professionnelle. Et tous deux fixaient maintenant des documents qui représentaient quelque chose de bien plus dévastateur que n'importe quelle défaite sur le champ de bataille. Entre eux gisait une pile de papier Lapace, papier d'apparence ordinaire, des rapports logistiques militaires américains standards capturés lors de récentes opérations en Italie. Les formulaires étaient bureaucratiques, voire banals, remplis de colonnes de chiffres, enregistrant les fournitures assez livrées, consommées et réquisitionnées. Rien dans leur apparence ne suggérait qu'ils contenaient des informations qui prouveraient l'impossibilité mathématique d'une victoire allemande. Pourtant, les chiffres qu'ils contenaient représentaient une réalité industrielle si écrasante que les deux officiers avaient passé la semaine précédente à recouper les sources, à vérifier les calculs et à chercher désespérément des erreurs qui rendraient les chiffres moins apocalyptiques. Les mains de von Rohen tremblaient légèrement tandis qu'il poussait le document du dessus sur le bureau. C'était un simple formulaire de demande de ravitaillement de la 5e armée américaine en Italie, énumérant les objectifs de livraison mensuelle pour un seul corps américain opérant sur le théâtre italien. Le formulaire était estampillé, daté, signé par plusieurs officiers logistiques, manifestement authentiques. Gehlen étudia les chiffres en silence, son visage pâlissant à mesure qu'il en assimilait les implications. Les Américains livraient plus de munitions à un seul corps en un mois que la Wehrmacht tout entière n'en recevait sur le front de l'Est pendant la même période. Il leva les yeux vers von Rohen, cherchant sur le visage de son collègue un signe que ce n'était qu'une erreur ou une tromperie. L'expression de von Rohen n'offrait aucun réconfort. Il avait déjà fait les mêmes calculs, était parvenu aux mêmes conclusions et avait passé 3 nuits blanches à espérer qu'il se trompait. « Cela ne peut être exact, » dit Gehlen doucement, bien que son ton ne portât aucune conviction. Il n'exprimait pas une certitude, mais un souhait, l'espoir, désespéré que la réalité puisse, d'une manière ou d'une autre, être moins terrible que ce que les preuves suggéraient. Von Rohen sortit un autre document de la pile. « J'ai pensé la même chose. C'est un rapport de livraison de carburant pour le même corps, couvrant un seul mois d'opération. Ils ont reçu 3,2 millions de gallons d'essence et 800 000 gallons de diesel. » Il fit une pause, laissant les chiffres se poser. « J'ai comparé cela à nos propres allocations de carburant. Le groupe d'armée centre, avec 3 armées complètes et plus d'un demi-million d'hommes, reçoit moins de carburant en un mois que ce seul corps américain. » Les deux hommes avaient passé la semaine précédente à s'engager précisément dans ce genre de comparaison, recoupant des documents américains capturés avec des rapports logistiques allemands, des interrogatoires signés de prisonniers de guerre avec des données de reconnaissance aérienne, des rapports d'agents de pays neutres, avec l'analyse d'équipements capturés. Chaque source confirmait la même vérité impossible. L'Amérique ne se contentait pas de surpasser la production allemande. Elle opérait à une échelle défiant toute compréhension, un niveau qui faisait paraître la capacité industrielle allemande médiévale en comparaison. Les chiffres racontaient une histoire qu'aucune quantité de courage, de brio tactique ou de ferveur idéologique ne pouvait surmonter. L'Allemagne se battait contre l'arithmétique elle-même, et l'arithmétique gagne toujours. Le chemin vers ce moment de terrible clarté avait commencé des mois plus tôt. Mais ses racines remontaient à des années, dans des erreurs de calcul fondamentales concernant le potentiel industriel américain. Les services de renseignement allemands
avaient suivi la capacité industrielle alliée depuis avant la guerre, compilant des rapports sur les emplacements des usines, les capacités de production et la disponibilité des ressources. Mais ils avaient constamment, et de manière catastrophique, sous-estimé ce que l'Amérique pouvait accomplir une fois pleinement mobilisée. Il ne s'agissait pas de simple incompétence. Les hypothèses intégrées à la pensée stratégique allemande, façonnées par l'idéologie raciale nazie et l'expérience industrielle propre à l'Allemagne, faisaient paraître la puissance industrielle américaine impossible, voire fantaisiste. L'expérience de guerre de l'Allemagne elle-même teignait tout ce qu'elle croyait savoir de la production industrielle. En 1943, le Reich avait mobilisé toutes les ressources disponibles, dépouillé les territoires occupés de matières premières et de machines, mis en œuvre le travail forcé à une échelle massive, et poussé sa capacité industrielle à ce qui semblait être ses limites absolues. Les usines allemandes fonctionnaient 24 heures sur 24. Les travailleurs faisaient des quarts de travail prolongés. La production d'armes et de munitions avait augmenté considérablement par rapport au niveau d'avant-guerre. L'Allemagne produisait des chars, des avions et de l'artillerie à des rythmes qui auraient semblé impensables en 1939. Pourtant, malgré cette mobilisation totale, malgré la conquête de la majeure partie de l'Europe et l'exploitation de ses ressources, malgré l'intensification désespérée de la production sous la direction d'Albert Speer, l'Allemagne était en train de perdre la guerre matérielle. La méprise fondamentale allemande avait commencé avant même que le premier coup de feu ne soit tiré. En mai 1940, le président Franklin Roosevelt se tint devant le Congrès et annonça que l'Amérique produirait 50 000 avions par an dans le cadre d'un vaste programme de réarmement. Au cours des mois suivants, il élargit cette vision. 145 000 avions, 120 000 chars, 55 000 canons anti-aériens et 18 millions de tonnes de marine marchande en 2 ans. Ces chiffres furent transmis à Berlin par de multiples canaux de renseignement. Lorsqu'ils furent présentés à Hitler et à ses conseillers, la réaction de la direction allemande fut méprisante, voire dédaigneuse. Ces chiffres n'étaient manifestement que de la propagande américaine, conclurent-ils, destinée à intimider l'Allemagne et à remonter le moral des Alliés. L'évaluation semblait tout à fait raisonnable compte tenu des données disponibles. En 1939, la production d'avions militaires américains totalisait moins de 3 000 appareils par an. L'armée américaine se classait au 18e rang mondial en termes d'effectifs, plus petite que celle du Portugal. Les chars américains étaient de conception obsolète, peu nombreux. La marine américaine, bien que substantielle, était divisée entre 2 océans et axée sur la défense côtière plutôt que sur la projection de puissance. Comment une nation dotée d'une capacité militaire si limitée pouvait-elle soudainement multiplier par 60 sa production en seulement 2 ans? Cela violait tous les principes de mobilisation industrielle établis par l'expérience allemande. Construire des usines prenait des années. Former des ouvriers exigeait des mois. Développer des techniques de production demandait de nombreux essais et erreurs. La proclamation de Roosevelt semblait relever du fantasme d'un politicien désespéré plutôt que d'une réalité réalisable. Le Reichsmarschall Hermann Göring, chef de la Luftwaffe et l'un des plus proches conseillers d'Hitler, aurait ri en entendant l'annonce de Roosevelt. Bien que ce récit provienne de sources secondaires plutôt que de documents allemands contemporains, de nombreux historiens citent Göring affirmant que les Américains ne savaient fabriquer que des réfrigérateurs et des lames de rasoir et ne pourraient jamais produire l'équipement militaire nécessaire pour vaincre l'Allemagne. Que la citation exacte soit précise ou non, le sentiment qu'elle traduisait était certainement réel. Les dirigeants allemands croyaient sincèrement que la capacité industrielle américaine n'était pas adaptée à la production militaire. Cette évaluation semblait étayée par des faits observables. L'Amérique excellait dans la production de biens de consommation, automobiles, appareils ménagers. Mais l'équipement militaire exigeait une expertise différente, des structures organisationnelles différentes, des approches d'ingénierie différentes.
L'industrie allemande se préparait à la guerre depuis 1933. Comment les fabricants américains de biens de consommation pouvaient-ils égaler la capacité industrielle militaire allemande? Les Allemands n'avaient pas compris quelque chose de fondamental sur le potentiel industriel américain qui se révélerait décisif. La Grande Dépression avait laissé inactives d'énormes quantités d'infrastructures industrielles à travers les États-Unis. Des usines restaient vides ou sous-utilisées. Des millions de travailleurs qualifiés restaient au chômage ou sous-employés. Des machines-outils capables de produire des composants pour automobiles, tracteurs ou réfrigérateurs étaient inactives ou fonctionnaient à capacité réduite. Ce qui ressemblait à une faiblesse économique était en réalité une énorme capacité de réserve attendant d'être activée. Lorsque Roosevelt appela à la mobilisation militaire, il ne demandait pas à l'industrie américaine de construire une capacité entièrement nouvelle à partir de rien. Il leur demandait de convertir des usines existantes, de réembaucher des ouvriers licenciés et de rediriger des machines déjà construites, installées et éprouvées. L'infrastructure de mobilisation industrielle existait déjà, ne nécessitant qu'une réorientation plutôt qu'une création. L'Allemagne, en revanche, n'avait pas une telle réserve. En 1940, l'industrie allemande fonctionnait déjà à sa quasi-pleine capacité. Le régime nazi se réarmait depuis 1933, augmentant régulièrement la production militaire année après année. Il y avait peu de capacités inactives à activer, peu de travailleurs qualifiés au chômage à réembaucher, peu de machines inutilisées. L'expansion allemande ne pouvait se faire qu'en construisant de nouvelles usines à partir de zéro, en conquérant des territoires dotés de capacités industrielles existantes ou en exploitant le travail forcé. Chacune de ces approches prenait des années à mettre en œuvre et faisait face à des limitations inhérentes. La différence fondamentale dans les positions de départ, capacité américaine inutilisée contre pleine utilisation allemande, signifiait que l'Amérique pouvait augmenter sa production beaucoup plus rapidement que l'Allemagne ne pouvait le faire, et sur une base beaucoup plus large. Les services de renseignement allemands, en particulier la section armées étrangères ouest sous le colonel von Rohen, avaient la responsabilité institutionnelle de suivre les capacités alliées. Von Rohen était issu d'une lignée militaire prussienne aristocratique. Sa famille avait servi l'Allemagne pendant des générations. Il incarnait la classe des officiers prussiens professionnels. Méthodique, soucieux du détail, engagé dans une analyse objective. Son organisation recueillait des informations provenant de multiples sources, y compris des vols de reconnaissance de la Luftwaffe, du renseignement d'origine électromagnétique, ROEM, provenant d'interceptions radio, des réseaux d'agents opérant dans des pays neutres, des interrogatoires systématiques de prisonniers que Banituas capturés et des documents saisis lors d'opérations militaires. Tout au long de 1941 et 1942, alors que l'Amérique entrait en guerre et commençait à se mobiliser, le tableau du renseignement parvenant à Berlin restait incomplet et confus. Les rapports sur la capacité de production américaine variaient énormément selon la source et la méthode. Certains indiquaient des augmentations massives de production, des usines fonctionnant en plusieurs équipes, des dizaines de milliers d'avions sortant des chaînes de montage. D'autres rapports suggéraient des difficultés économiques persistantes, des conflits sociaux, des méthodes de production inefficaces, des équipements de qualité inférieure. Le haut commandement allemand choisit de croire aux évaluations les plus réconfortantes, celles qui correspondaient à leurs idées préconçues sur la faiblesse américaine. Cette acceptation sélective du renseignement n'était pas propre aux Allemands. Toutes les organisations militaires ont tendance à privilégier les informations confirmant les croyances existantes par rapport aux données qui remettent en question les hypothèses fondamentales. Mais dans le cas de l'Allemagne, le coût de ce biais cognitif s'avérerait catastrophique. Après tout, l'Allemagne était victorieuse en 1941 et début 1942. La Wehrmacht avait conquis la Pologne en quelques semaines, la France en 6 semaines, la Yougoslavie en 11 jours. Les forces allemandes occupaient en la Norvège, le Danemark, les Pays-Bas, la Belgique, la majeure partie de la France,
des portions significatives de l'Union soviétique. La Luftwaffe s'était avérée la force aérienne la plus redoutable du monde. Les chars et les méthodes tactiques allemands étaient clairement supérieurs à ceux de tout adversaire. Les U-boots allemands coulaient les navires alliés plus vite qu'ils ne pouvaient non plus être remplacés, ou du moins, c'est ce que Berlin croyait. Pourquoi les dirigeants allemands auraient-ils dû craindre une nation qui n'avait pas mené de guerre majeure depuis 1918, dont l'armée était minuscule, dont les chars étaient obsolètes, et dont la capacité industrielle était orientée vers les biens de consommation plutôt que vers l'équipement militaire? Cette confortable certitude commença à se fissurer en Afrique du Nord lorsque les forces américaines débarquèrent lors de l'opération Torch le 8 novembre 1942. Les commandants allemands s'attendaient à affronter des troupes inexpérimentées avec un équipement inférieur, qui pourraient être rapidement vaincus et repoussés à la mer. Ce qu'ils rencontrèrent fut tout autre chose. Les Américains étaient effectivement inexpérimentés. Cette évaluation s'avéra exacte. Les premiers engagements, en particulier la bataille du col de Kasserine en février 1943, se soldèrent par d'humiliantes défaites américaines. Les forces allemandes repoussèrent les unités américaines sur plus de 50 miles, tuèrent plus de 1 mois 1000 soldats américains, capturèrent un nombre substantiel de prisonniers et saisirent d'importantes quantités d'équipements. La supériorité tactique allemande fut démontrée de manière concluante. Mais quelque chose concernant les forces américaines troublait les commandants allemands expérimentés. La quantité même de leur équipement était stupéfiante et sans précédent. Les unités américaines qui subissaient de lourdes pertes au combat étaient entièrement rééquipées en quelques jours, parfois en quelques heures. Véhicules, armes, munitions, fournitures affluaient en flux apparemment ininterrompu. Les unités allemandes qui remportaient des victoires tactiques se retrouvaient incapables de les exploiter parce que la logistique américaine absorbait simplement les pertes et poursuivait les opérations sans interruption. Les dépôts de ravitaillement américains capturés contenaient plus de matériel que des groupes d'armées allemands entiers n'en possédaient. L'artillerie américaine tirait des munitions à des cadences que les forces allemandes ne pouvaient que rêver d'atteindre. Les unités d'infanterie américaines étaient motorisées à un degré que la Wehrmacht n'avait jamais atteint, même avec ses formations d'élite. Le général Erwin Rommel, commandant les forces de l'Axe en Afrique du Nord de février 1941 jusqu'à son rappel en Allemagne le 9 mars 1943, commença à envoyer des rapports de plus en plus alarmés à Berlin. Chaque division d'infanterie américaine, nota-t-il, possédait plus de camions qu'un corps d'armée allemand entier. Les unités logistiques américaines opéraient en des flottes de véhicules plus importantes que celles disponibles pour des armées allemandes entières. Les installations de ravitaillement capturées lors des avancées allemandes contenaient de la nourriture, du carburant, des munitions, des pièces de rechange, des fournitures médicales et de l'équipement en quantité qui semblait être du gaspillage, voire obscène selon les normes allemandes. Rommel, connu pour son génie tactique, comprit que les tactiques devenaient sans pertinence face à une telle supériorité matérielle massive. Il préconisa un retrait total d'Afrique du Nord, arguant que la supériorité aérienne et navale alliée, combinée à une logistique illimitée, rendait la défaite de l'Axe inévitable, quels que soient les succès sur le champ de bataille. Ces rapports furent notés, classés et largement ignorés par le haut commandement à Berlin. Rommel était connu pour son pessimisme, pour toujours demander plus de ressources, pour souligner les difficultés plutôt que les opportunités. Ses plaintes furent écartées comme les habituelles lamentations de généraux, la tendance prévisible des commandants de terrain à exagérer la force de l'ennemi et à minimiser leurs propres capacités. Hitler rejeta personnellement les évaluations de Rommel, insistant sur le fait que la volonté et la supériorité tactique surmonteraient les désavantages numériques. La vision du monde du Führer ne pouvait pas envisager la possibilité que la production industrielle puisse importer plus que l'engagement idéologique ou la compétence militaire.
Mais les analystes du renseignement ne purent pas si facilement ignorer ce qu'ils voyaient. Tout au long de 1943, alors que la guerre tournait de manière décisive contre l'Allemagne sur plusieurs fronts, le volume de données préoccupantes augmenta de manière exponentielle. Après la capitulation des forces de l'Axe en Tunisie le 13 mai 1943, les services de renseignement allemands menèrent un interrogatoire systématique des quelques 125 000 soldats allemands capturés parmi les 250 000 à 275 000 prisonniers de l'Axe au total. Les équipes de débriefing, utilisant des questionnaires élaborés par les services de renseignement, cherchaient à comprendre non seulement les détails tactiques des combats, mais aussi les schémas plus larges de la capacité militaire alliée, et particulièrement américaine. Les récits de ces prisonniers étaient remarquablement cohérents, quel que soit le grade, l'unité et le niveau d'expérience. Chaque prisonnier interrogé décrivait une abondance de ravitaillement américain qui semblait être du gaspillage selon les normes allemandes. Il parlait de repas entiers jetés parce que les soldats n'aimaient pas le goût. Il décrivait des véhicules américains abandonnés après des problèmes mécaniques mineurs parce qu'il était plus facile d'en réquisitionner un nouveau que de réparer l'ancien. Il racontait avoir vu des dépôts de ravitaillement plus grands que tout ce qui existait dans l'armée allemande, contenant de la nourriture, des munitions, du carburant, de l'équipement en quantité qui semblait illimitée. Les fournitures médicales étaient disponibles en abondance, y compris les sulfamides, de plus en plus rares en Allemagne. Les prisonniers capturés recevaient une meilleure nourriture en tant que prisonniers de guerre que celle qu'ils avaient en même temps mangé en tant que soldats. Certains récits semblaient si extrêmes que les interrogateurs soupçonnèrent initialement une exagération ou de la propagande alliée. Mais la cohérence observée sur des centaines d'interrogatoires indépendants rendait tout rejet impossible. Officiers et hommes du rang, parachutistes et fantassins, équipages de chars et artilleurs, tous racontaient les mêmes histoires de supériorité matérielle américaine écrasante. Plus significativement, ces récits correspondaient à ce que les forces allemandes vivaient sur d'autres fronts. En Sicile, capturée en juillet et août 1943, les forces allemandes rencontrèrent des schémas similaires. En Italie, où les forces alliées débarquèrent en septembre 1943, le schéma se répéta. Partout où les forces allemandes engagèrent les Américains, elles trouvèrent des ennemis avec des fournitures apparemment illimitées. Ces récits de prisonniers, bien que préoccupants, pouvaient théoriquement être écartés comme des impressions subjectives exagérées par des soldats vaincus, cherchant à expliquer leur échec. Mais alors les documents capturés commencèrent à arriver à Berlin en plus grand nombre, et ceux-ci ne purent être écartés. Contrairement aux récits de prisonniers de guerre, les documents de ravitaillement étaient cliniques, bureaucratiques, indéniables. Ils n'étaient pas destinés à impressionner ou à intimider. Ils étaient simplement la paperasse routinière de la logistique militaire américaine, les formulaires banals qui suivaient les fournitures à travers le système de distribution militaire. Et les chiffres qu'ils contenaient étaient apocalyptiques pour la planification stratégique allemande. Un document en particulier s'avéra particulièrement éclairant. Un rapport de ravitaillement mensuel d'un corps d'armée américain opérant en Italie à l'automne 1943. Le rapport, tamponné et signé par plusieurs officiers logistiques, listait les livraisons et la consommation pour le mois. Le corps était composé d'environ 80 000 hommes, comparable en taille à un corps d'armée allemand. Mais la comparaison s'arrêtait là. Le corps américain avait reçu 3,2 millions de gallons d'essence et 800 000 gallons de carburant diesel au cours du mois. Le colonel Gullen compara cela aux allocations de carburant pour les forces allemandes sur le front de l'Est. Le groupe d'armée centre,
composé de plusieurs corps avec plusieurs centaines de milliers d'hommes, reçut moins de carburant au total en un mois que ce seul corps sud-américain. La disparité n'était pas marginale. C'était une différence de nature plutôt que de degré. Les chiffres concernant les munitions dans le même rapport étaient encore plus dévastateurs. Le corps américain avait reçu 15 000 tonnes de munitions d'artillerie au cours du mois. Un corps allemand recevait peut-être 2 000 tonnes pendant la même période. Et cela était considéré comme un approvisionnement adéquat. Les Américains tiraient des obus à 7 fois le rythme allemand et, de manière cruciale, cela était soutenable. Il ne s'agissait pas d'une préparation spéciale pour une offensive majeure où les fournitures étaient concentrées pour une courte période. C'était une procédure opérationnelle normale, l'approvisionnement mensuel de routine pour des opérations régulières. Les implications étaient stupéfiantes. L'artillerie américaine pouvait fournir un appui-feu à des cadences qui épuiseraient les réserves de munitions allemandes en quelques jours, et elle pouvait maintenir cela indéfiniment. Les chiffres de remplacement de véhicules racontaient une histoire tout aussi troublante. Au cours d'un mois d'opération de routine, pas de bataille majeure, juste une activité normale, le corps américain avait reçu 847 camions, 127 jeeps, 43 chars et 68 pièces d'artillerie en remplacement des pertes au combat et des pannes mécaniques. Il ne s'agissait pas d'ajout à la force de l'unité. Il s'agissait simplement de remplacer les pertes pour maintenir les niveaux d'équipement autorisés. L'armée allemande avait reçu moins de chars de sa production nationale totale au cours du mois précédent que ce seul corps américain n'en avait reçu et en tant que remplacement de routine. Les implications mathématiques étaient inéluctables. Si l'Amérique pouvait remplacer les pertes à ce rythme pour un corps, et qu'elle avait des dizaines de corps et déployés sur plusieurs théâtres, alors sa capacité logistique totale dépassait la production allemande par des ordres de grandeur. Le colonel von Rohen aborda ces documents avec la précision méthodique qui avait fait de lui l'un des officiers de renseignement les plus respectés d'Allemagne. C'était un aristocrate issu d'une famille qui incarnait la tradition militaire prussienne. Mais il était aussi un analyste professionnel formé pour évaluer les preuves objectivement, indépendamment de ses préférences personnelles. Les documents américains capturés représentaient des données concrètes qui pouvaient être quantifiées, comparées et analysées. Il commença à calculer systématiquement. Si un corps américain consommait des fournitures à ce rythme et que les États-Unis avaient déployé des dizaines de ces corps à travers la Méditerranée, le Pacifique, et se préparaient à des opérations en Europe de l'Ouest, alors la capacité logistique américaine totale dépassait tout ce que l'Allemagne pouvait égaler ou même imaginer. Von Rohen demanda des renseignements supplémentaires sur la production industrielle américaine auprès de toutes les sources disponibles. Ce qui revint au cours des semaines suivantes fut compilé à partir de multiples sources indépendantes. Des rapports d'agents de Suisse et de Suède, où les services de renseignement allemands maintenaient des réseaux, des statistiques commerciales de pays neutres qui pouvaient être analysées pour en tirer des tendances, des manuels techniques capturés avec l'équipement américain qui listaient les détails des fabricants et les numéros de série, l'analyse des numéros de série d'équipement des véhicules et des armes capturées qui permettait d'estimer les volumes de production, et des renseignements de sources ouvertes provenant de journaux et magazines américains qui publiaient des informations sur l'expansion des usines et les réalisations en matière de production. Chaque source avait des limites et un potentiel d'erreur. Mais lorsque plusieurs sources indépendantes confirmaient la même image fondamentale, les conclusions devinrent indéniables. L'histoire de la production de chars américaines s'avéra particulièrement révélatrice et troublante. En 1941, l'Amérique avait produit environ 91 chars. Les services de renseignement allemands avaient documenté ce chiffre et le considéraient peu impressionnant. L'Allemagne en produisait plus. L'évaluation allemande semblait raisonnable. L'Amérique était clairement en retard dans sa préparation militaire, comme on s'y attendait. Mais en 1942,
La production de chars américaines avait atteint 26 998 unités, une augmentation de plus de 6 fois en une seule année. Les officiers de renseignement allemands soupçonnèrent initialement que ces chiffres étaient de la propagande, ou qu'ils incluaient tout type de véhicule blindé, quelle que soit sa capacité de combat. Mais l'analyse de l'équipement capturé, les interrogatoires de prisonniers de guerre et les rapports d'agents confirmèrent dans les chiffres. Et 1943 apporta des données encore plus choquantes. La production de chars américaines atteignit 3748 unités, l'année de pointe de la production de chars américaines pendant toute la guerre. L'Allemagne, en revanche, avait produit environ 530 chars en 1942 et environ 11 600 en 1943. Ces chiffres allemands représentaient des augmentations significatives par rapport à la production d'avant-guerre et nécessitaient des efforts énormes. Expansion d'usines, équipes étendues, méthodes de production rationalisées. L'industrie allemande fonctionnait à sa capacité maximale soutenable et la production de 11 600 chars en un an était considérée comme une réalisation impressionnante. Pourtant, les Américains produisaient plus de 3 chars pour chaque char construit par l'Allemagne, et l'écart se creusait plutôt que de se réduire. Plus inquiétant encore, la production américaine accélérait, tandis que la production allemande luttait sous le poids des campagnes de bombardement alliées et des pénuries de ressources. Les statistiques de production aéronautique s'avérèrent encore plus disproportionnées et alarmantes. L'Allemagne produisit environ 15 996 avions militaires en 1942, selon l'analyse des dossiers allemands capturés par l'US Strategic Bombing Survey. Ce chiffre représentait une augmentation significative par rapport aux années précédentes, et les dirigeants allemands le célébrèrent comme une preuve de force industrielle et de succès de la mobilisation. La Luftwaffe était équipée d'un nombre substantiel de chasseurs et de bombardiers modernes. Mais la production américaine en 1942 atteignit 47 836 avions, soit plus de 3 fois la production allemande. Lorsque les officiers du renseignement allemand rencontrèrent ces chiffres pour la première fois, ils supposèrent qu'il s'agissait de propagande ou qu'ils incluaient des avions d'entraînement, des planeurs et des types non combattants. Mais l'analyse prouva que ces chiffres représentaient des avions de combat comparables aux types allemands. En 1943, la disparité s'accentua encore. La production américaine atteignit 38 avions, tandis que la production allemande, malgré des efforts intenses pour augmenter sa production, atteignit environ 2600 avions. Les Américains construisaient plus de 4 avions pour chaque avion produit par l'Allemagne. En 1944, la production américaine atteindrait 318 avions, tandis que la production allemande culminerait à environ 39 807 avions avant de décliner sous l'impact des bombardements alliés. À la fin de la guerre, les États-Unis produiraient un total d'environ 317 avions militaires, un chiffre qui dépassait même les ambitieuses projections de Roosevelt en 1940. Le ciel appartenait aux Alliés, non pas en raison de l'habileté des pilotes ou de la qualité des avions, bien que les deux aient leur importance, mais parce que les usines américaines pouvaient construire des avions plus rapidement que les pilotes allemands ne pouvaient les abattre, et plus rapidement que les usines allemandes ne pouvaient remplacer les pertes. Mais la comparaison la plus dévastatrice concernait peut-être la marine marchande, car elle abordait directement ce dont dépendait la stratégie navale allemande. L'Allemagne comprenait que la logistique dans une guerre mondiale reposait fondamentalement sur le transport maritime. L'océan Atlantique était le champ de bataille crucial où les U-Boots cherchaient à couper les lignes de ravitaillement entre l'Amérique et la Grande-Bretagne. Si l'Allemagne pouvait couler les navires plus vite qu'ils n'étaient construits, la logistique alliée s'effondrerait, la Grande-Bretagne serait affamée et contrainte à la soumission, et la supériorité matérielle américaine serait sans pertinence car elle ne pourrait pas atteindre les fronts de combat. La campagne des U-Boots était la réponse de l'Allemagne à la capacité industrielle américaine.
détruire les navires et les chiffres de production devenaient sans signification. L'Allemagne suivait méticuleusement les pertes maritimes alliées. En 1942, les U-boats allemands connurent leur plus grand succès, coulant 322 navires alliés pour un total de 6,3 millions de tonnes. Cela ressemblait à un succès dévastateur, le total annuel le plus élevé de la guerre. Sûrement les Alliés ne pourraient pas supporter de telles pertes indéfiniment. La bataille de l'Atlantique semblait pencher en faveur de l'Allemagne. Les commandants de U-boats étaient célébrés comme des héros, leur succès figurant en bonne place dans la propagande allemande. L'amiral Karl Dönitz, commandant de la flotte de U-boats, prédisait avec confiance que des taux de naufrage soutenus forceraient la reddition des Alliés avant que la production industrielle américaine ne puisse devenir décisive. Pourtant, malgré ces pertes massives, la capacité maritime alliée augmenta tout au long de l'année 1942. Comment était-ce possible? La réponse résidait dans une capacité de construction navale américaine qui défiait toute compréhension allemande de la production industrielle. Les documents capturés et les rapports de renseignement incluaient de plus en plus de références aux Liberty Ships, une conception de navire de charge standardisé que les chantiers navals américains produisaient à des rythmes extraordinaires. Initialement, le renseignement allemand rejeta les rapports sur les taux de production des Liberty Ships comme de la propagande évidente, trop absurde pour être créditée. L'affirmation indiquait que les chantiers navals américains construisaient ces cargos de 10 000 tonnes en une moyenne de 42 jours, de la pose de la quille au lancement. Certains auraient été construits en moins de 2 semaines. C'était impossible, selon tout ce que les architectes navals allemands comprenaient de la construction navale. La construction navale était un processus lent et méthodique, prenant des mois ou des années. Chaque navire était essentiellement construit sur mesure, avec des milliers et milliers de pièces fabriquées et assemblées par des artisans qualifiés. Le soudage seul pour un navire de 10 000 tonnes prendrait plusieurs semaines. Les affirmations de temps de construction inférieur à 6 semaines violaient tous les principes connus de la construction navale. Pourtant, les prisonniers de guerre rapportaient constamment avoir vu des dizaines de Liberty Ships dans les ports américains. Des documents capturés faisaient référence à des numéros de série de Liberty Ships par milliers. Des vols de reconnaissance de la Luftwaffe au-dessus des zones côtières américaines, aussi limitées fussent-ils, photographièrent des liens des chantiers navals avec de multiples navires d'apparence similaire à divers stades de construction. Des rapports d'agents de pays neutres confirmaient une expansion massive de la construction navale américaine. Von Rohen demanda une évaluation technique au renseignement naval allemand, demandant aux experts d'évaluer si les taux de production rapportés pour les Liberty Ships étaient théoriquement possibles. La réponse confirma l'impossible. Les chantiers navals américains produisaient bel et bien des Liberty Ships au rythme rapporté en utilisant des méthodes de construction révolutionnaires. Au lieu du rivetage traditionnel, les Américains employaient le soudage partout, ce qui était plus rapide, mais exigeait des compétences différentes. Au lieu de construire les navires séquentiellement de la quille vers le haut, ils préfabriquaient des sections entières en parallèle. Sections de proue, sections de poupe, sections de pont, salles des machines, toutes construites simultanément dans différentes zones du chantier naval, puis assemblées comme d'énormes blocs de construction. Ils employèrent également des techniques de chaîne de montage jamais utilisées auparavant dans la construction navale, appliquant les leçons de la fabrication automobile à la construction maritime. Ils construisirent des chantiers navals dédiés aux Liberty Ships plutôt que d'adapter des chantiers traditionnels, optimisant chaque aspect du processus pour la vitesse. Ils formèrent des dizaines de milliers de nouveaux ouvriers, y compris un grand nombre de femmes aux techniques spécialisées de soudage et de fabrication. Les résultats étaient stupéfiants. Au pic de production, les chantiers américains achevaient 3 Liberty Ships par jour. En 1943 seulement, les États-Unis lancèrent 18
19,2 millions de tonnes de marine marchande, tandis que les U-Boats en coulaient 2,6 millions de tonnes. L'Amérique construisait des navires plus de 7 fois plus vite que l'Allemagne ne pouvait les couler. Des Liberty Ships individuels pouvaient être coulés. Des convois individuels pouvaient être attaqués. Mais les chiffres globaux étaient dévastateurs pour la stratégie allemande. Même si les U-Boats atteignaient des taux de succès sans précédent, même si chaque patrouille de U-Boats entraînait de multiples naufrages, la production américaine dépasserait toujours les pertes par d'énormes marges. La bataille de l'Atlantique était perdue non pas par un échec des tactiques des U-Boats ou du courage des équipages, mais par une simple arithmétique. L'Allemagne ne pouvait pas couler les navires assez vite pour empêcher l'avalanche industrielle américaine d'atteindre l'Europe. 2 Liberty Ships spécifiques illustraient la capacité de production américaine avec une clarté cristalline. Le SS Robert E. Peary fut construit en 4 jours et 15,5 heures en novembre 1942, de la pose de la quille au lancement. Le SS Joseph N. Teal fut construit en 10 jours en septembre 1942. Les officiers du renseignement naval allemand, en examinant ces rapports, supposèrent initialement qu'il s'agissait de fabrication de propagande, mais de multiples sources confirmèrent l'existence des navires et l'exactitude des temps de construction. La commission maritime elle-même reconnut qu'il s'agissait de navires incitatifs, spéciaux, construits comme des coupes publicitaires, avec une préfabrication extensive effectuée avant la pose de la quille et d'importants travaux d'aménagement après le lancement. Ces records extrêmes ne furent pas répétés, car ils se révélèrent inefficaces pour la production de routine. Mais même en tenant compte de ces réserves, le fait que les chantiers navals américains pouvaient construire des cargos transocéaniques en jours plutôt qu'en mois démontrait un niveau de capacité industrielle que l'Allemagne ne pouvait égaler. Ces révélations s'accumulèrent tout au long de l'année 1943, comme des coups de marteau contre la planification stratégique allemande. Chaque nouvelle information confirmait et amplifiait l'image d'une supériorité industrielle américaine écrasante. Le colonel Gehlen, dont les responsabilités se concentraient sur le front de l'Est, commença à analyser l'infrastructure industrielle américaine à travers les sources disponibles. Publications techniques, enquêtes industrielles d'avant-guerre, informations en sources ouvertes provenant de journaux et de revues commerciales américains. Ce qu'il découvrit expliquait comment une telle production était possible, mais rendait la situation stratégique encore plus désespérée pour l'Allemagne. L'asymétrie fondamentale était écrasante. Les États-Unis possédaient environ 41% de la capacité industrielle totale mondiale, selon les évaluations d'avant-guerre. L'Allemagne, même après avoir conquis la majeure partie de l'Europe et exploité la capacité industrielle de la France, de la Belgique, de la Tchécoslovaquie et d'autres territoires occupés, contrôlait peut-être 12% de la capacité industrielle mondiale. Mais les pourcentages bruts de capacité ne racontaient qu'une partie de l'histoire. L'industrie américaine se caractérisait par une ampleur et une efficacité que l'industrie allemande ne pouvait égaler, même en fonctionnant à son rendement théorique maximal. Les raisons étaient structurelles et systémiques, et non de simples questions d'effort ou d'organisation. Un manuel technique américain capturé sur la production de chars s'avéra particulièrement éclairant pour les analystes allemands cherchant à comprendre comment la production américaine atteignait une telle ampleur. Le manuel, destiné aux chefs d'atelier et aux superviseurs de production, décrivait les processus de production à l'arsenal de chars Chrysler à Détroit. L'installation employait 10 000 travailleurs produisant des chars moyens M4 Sherman sur des chaînes de montage basées directement sur les principes de la fabrication automobile. La production mensuelle maximale de cette seule installation atteignit 896 chars en décembre 1942, avec une production mensuelle soutenue de l'ordre de 600 à 800 chars. En comparaison, l'ensemble de l'industrie allemande des chars au début de 1943, répartie sur plusieurs installations utilisant des artisans qualifiés et des méthodes de Sitem, des méthodes de fabrication traditionnelles,
produisait un total d'environ 600 chars par mois. Une seule usine américaine égalait la production de toute la production nationale de chars de l'Allemagne. Et ce n'était là qu'une parmi de multiples installations de production de chars américaines. Le manuel révélait des méthodes de production que l'industrie allemande n'avait jamais mises en œuvre à une telle échelle. Les chars avançaient sur des chaînes de montage tout comme les automobiles. Des sous-ensembles étaient produits en parallèle. Coque dans une zone, tourelle dans une autre, moteur et transmission dans des sections séparées, puis assemblés pour le montage final. Les ouvriers se spécialisaient dans des tâches spécifiques plutôt que de faire construire des composants entiers par des artisans. Des gabarits et des fixations spécialisées garantissaient que les composants s'ajustent correctement sans nécessité d'ajustement qualifié. Des pièces interchangeables signifiaient que les composants pouvaient être produits en série et assemblés sans personnalisation individuelle. Le contrôle qualité utilisait l'échantillonnage statistique plutôt que l'inspection individuelle. L'ensemble du processus était optimisé pour la production en volume au détriment de la flexibilité, de la personnalisation ou de l'artisanat. La production allemande de chars, en revanche, conservait de nombreuses caractéristiques de la fabrication artisanale. Des ouvriers qualifiés ajustaient les composants ensemble, effectuant des réglages pour assurer un bon ajustement. Les tolérances étaient plus strictes, la qualité de finition plus élevée, le savoir-faire individuel plus évident. Les chars allemands étaient à bien des égards des produits supérieurs. Meilleur blindage, canons plus puissants, ingénierie plus sophistiquée. Les chars Panther et Tiger étaient des armes redoutables que les tankistes alliés craignaient à juste titre. Mais l'Allemagne produisait environ un Panther pour 15 Shermans construits par l'Amérique. La réalité mathématique rendait les différences de qualité stratégiquement non pertinentes. Un seul char Tiger pouvait détruire 5 Sherman au combat, mais si les Américains pouvaient envoyer 15 Shermans, le Tiger serait quand même submergé. Les Allemandes découvrirent que l'Amérique avait plusieurs programmes de production de chars fonctionnant simultanément dans différentes installations gérées par des entreprises aux spécialisations différentes. Le M4 Sherman seul était produit dans 11 installations différentes gérées par des entreprises automobiles comme Ford, Chrysler, General Motors, des fabricants d'équipements agricoles comme Allis-Chalmers et des constructeurs de locomotives comme Baldwin et Lima. Ces entreprises n'avaient aucune expérience préalable dans la construction de chars, mais elles ont appliqué leur expertise manufacturière existante. Techniques de production de masse issues des usines automobiles, fabrication de machines lourdes des fabricants d'équipements agricoles, soudage et travail des métaux à grande échelle des constructeurs de locomotives, à la fabrication militaire avec une efficacité dévastatrice. Ce modèle de production décentralisée a offert une résilience que la production centralisée allemande ne pouvait égaler. Si une usine de production de Sherman était bombardée ou rencontrait des problèmes, 10 autres continuaient la production. La production totale fluctuait à peine. L'Allemagne, avec une production plus centralisée, était plus vulnérable aux perturbations. Un seul bombardement réussi sur une installation critique pouvait avoir un impact significatif sur la production nationale. Le modèle américain décentralisé n'était pas seulement plus productif, mais aussi plus résilient, plus difficile à perturber et capable d'une expansion rapide en mettant en service des installations supplémentaires. La production d'artillerie a suivi des schémas similaires de supériorité américaine écrasante. L'Allemagne a produit environ 11 000 pièces d'artillerie de tout type en 1943. Des obusiers, des canons de campagne, des canons anti-chars, des canons anti-aériens, ce qui représentait la production maximale que l'industrie allemande pouvait soutenir. Ce chiffre incluait la production des usines allemandes et des territoires occupés, chaque installation qui pouvait être mobilisée pour la production d'artillerie. L'Amérique a produit environ 43 000 pièces d'artillerie la même année, soit près de 4 fois la production allemande, tout en fournissant simultanément à la Grande-Bretagne, à l'Union soviétique et à d'autres alliés des milliers de pièces supplémentaires par le biais des programmes de prêt-de-bail.
Les forces allemandes au combat ont noté que le soutien d'artillerie américain était écrasant. Non pas en raison d'une quelconque supériorité technique, les pièces d'artillerie allemandes étaient souvent supérieures en conception, mais simplement en raison du volume. Les unités d'artillerie américaines tiraient des missions de soutien qui consommaient plus de munitions en quelques heures que les unités allemandes n'en recevaient en plusieurs semaines. Il ne s'agissait pas d'une excellence tactique ou d'un meilleur contrôle de tir. C'était la capacité industrielle traduite directement en puissance de feu sur le champ de bataille. La production de camions représentait peut-être la comparaison la plus frappante et la plus significative sur le plan opérationnel entre la capacité industrielle américaine et allemande. Les opérations militaires modernes exigent des transports. Les armées se déplacent sur roues et sur rails. Les fournitures doivent être transportées des ports ou des têtes de lignes ferroviaires vers les unités combattantes. Les blessés doivent être évacués. Les troupes doivent être déplacées vers les secteurs menacés. L'artillerie doit être positionnée et repositionnée. En bref, l'efficacité militaire dans la guerre moderne dépend fondamentalement de la mobilité logistique. Et la mobilité logistique dépend des véhicules à moteur. La Wehrmacht est restée partiellement hypomobile tout au long de la guerre, avec des centaines de milliers de chevaux assurant le transport de l'artillerie, des fournitures et de l'équipement. Il ne s'agissait pas d'un attachement romantique aux méthodes traditionnelles ou d'une préférence culturelle pour les chevaux. C'était un simple manque de véhicules à moteur suffisant. L'Allemagne a produit environ 100 000 camions en 1943, un chiffre qui devait servir à la fois les besoins militaires et civils essentiels. La Wehrmacht n'a jamais atteint une motorisation complète. Les divisions d'infanterie avaient généralement leur artillerie et leur équipement lourd tirés par des chevaux. Les convois de ravitaillement dépendaient fortement des chariots tirés par des chevaux. Seules les formations d'élite comme les divisions Panzer étaient entièrement motorisées, et même celles-ci connaissaient souvent des pénuries de véhicules. L'Amérique a produit environ 620 000 camions en 1943, presque tous destinés à un usage militaire. Les programmes de prêt-bail américains ont livré 244 camions à l'Union soviétique seule pendant toute la guerre, soit plus que la production totale de camions de l'Allemagne à toute fin pendant tout le conflit. Chaque division d'infanterie américaine disposait d'une capacité de transport organique supérieure à celle d'une division Panzer allemande. Les unités de ravitaillement américaines exploitaient des flottes de véhicules plus grandes que celles dont disposaient des armées allemandes entières. Cette disparité en matière de capacité logistique a eu des conséquences directes et mesurables sur le champ de bataille, que les commandants allemands ont observé avec une alarme croissante. Les forces américaines pouvaient concentrer des fournitures pour les opérations offensives à des vitesses que les forces allemandes ne pouvaient égaler. Lorsque les unités américaines avançaient, elles maintenaient leur ligne de ravitaillement grâce à des efforts massifs de transport motorisé qui livraient du carburant, des munitions, de la nourriture et des pièces de rechange en continu. Le Red Ball Express, mis en place après l'invasion de la Normandie pour approvisionner les armées et alliées en progression, a illustré la capacité logistique américaine à grande échelle. L'opération a déployé 958 véhicules à son apogée, circulant en convoi continu sur des routes dédiées à sens unique. Le tonnage record en une seule journée a atteint 352 tonnes le 29 août 1944, avec des moyennes soutenues de 500 tonnes par jour pendant les périodes de pointe. Cette seule opération de convoi de ravitaillement a transporté plus de tonnage par jour que l'ensemble de l'armée allemande en Europe de l'Ouest n'en recevait par toutes les sources combinées. Les commandants allemands, observant cette opération logistique à travers les rapports de renseignement, ont compris qu'ils étaient témoins de quelque chose d'inédit dans l'histoire militaire. Le Red Ball Express n'était même pas le système d'approvisionnement principal de l'Amérique. C'était une mesure d'urgence mise en œuvre lorsque les avancées rapides dépassaient les méthodes de Smith et d'approvisionnement conventionnelles. Pourtant, ce système de secours d'urgence dépassait la capacité logistique allemande. Lorsque les forces allemandes tentaient des convois de ravitaillement similaires, elles faisaient face à des pénuries de carburant,
des pannes de véhicules, des attaques aériennes alliées et des problèmes d'organisation. Les convois américains fonctionnaient en continu malgré tous ces mêmes défis, submergeant simplement les problèmes par leur ampleur. Si un camion tombait en panne, un autre prenait sa place. Si un convoi était attaqué, un autre suivait. La supériorité matérielle était si écrasante que les défis opérationnels devenaient de simples inconvénients plutôt que des obstacles insurmontables. Les documents capturés ont également révélé la capacité de l'industrie pétrolière américaine, et cela s'est avéré particulièrement dévastateur pour les calculs stratégiques allemands. L'Allemagne était confrontée à des pénuries chroniques de carburant depuis le début de la guerre. La nation manquait d'une production pétrolière intérieure significative, dépendant plutôt de la production de carburant synthétique à partir du charbon via le processus Fischer-Tropsch et du pétrole importé des gisements roumains. Le programme de carburant synthétique représentait un effort industriel massif, consommant d'énormes ressources et de l'énergie électrique pour produire de l'essence et du diesel à partir du charbon. Les importations roumaines exigeaient le maintien du contrôle des Balkans et la protection des lignes d'approvisionnement. Les opérations militaires allemandes étaient perpétuellement contraintes par la disponibilité du carburant. Les décisions stratégiques concernant le moment et le lieu d'une attaque dépendaient souvent plus des stocks de carburant que des opportunités tactiques. L'offensive allemande de 1942 vers le Caucase était principalement motivée par la nécessité de capturer les champs pétrolifères soviétiques, et non par des ambitions territoriales ou un positionnement stratégique. Les forces américaines, en revanche, opéraient sans aucune contrainte de carburant. Les documents d'approvisionnement capturés montraient que les unités américaines en Italie recevaient des allocations de carburant qui dépassaient leur taux de consommation maximum possible. Elles avaient littéralement plus de carburant qu'elles ne pouvaient en utiliser. Certains véhicules étaient utilisés pour l'entraînement, la maintenance ou le transport de petites fournitures que les forces allemandes auraient déplacées à la main ou laissées en place. La source de cette abondance est devenue claire grâce à l'analyse du renseignement. La production pétrolière américaine en 1943 a atteint environ 1,4 milliard de barils, représentant environ les 2/3 de la production mondiale totale. Les États-Unis produisaient plus de pétrole que toutes les autres nations réunies. L'Allemagne, avec sa production synthétique et ses importations roumaines, produisait peut-être 40 à 50 millions de barils par an, moins de 4% de la production américaine. La logistique avancée américaine comprenait des dépôts de donation de carburant et des camions-citernes en quantité qui dépassaient les stocks nationaux de carburant totaux de l'Allemagne. Certains documents capturés faisaient référence à l'utilisation de carburant pour chauffer des bâtiments. Faire fonctionner des générateurs électriques à des fins non essentielles et alimenter des véhicules pour des trajets récréatifs. Le gaspillage de carburant à des fins que les forces allemandes auraient considérées comme une négligence criminelle était monnaie courante dans les opérations américaines. Pendant la bataille des Ardennes, la planification allemande dépendait explicitement de la capture de dépôts de carburant américains, car la Wehrmacht ne pouvait pas fournir suffisamment de carburant pour l'offensive par sa propre logistique. Cette dépendance à l'égard de la capture des approvisionnements ennemis était elle-même un aveu de la faiblesse logistique et du désespoir stratégique allemand. Les statistiques de production d'acier soulignaient toutes les autres comparaisons de production, car l'acier est le fondement de la guerre industrielle. Armes, véhicules, navires, infrastructures, outils, tous nécessitent de l'acier. La production militaire dans une guerre industrielle est fondamentalement contrainte par la disponibilité de l'acier. L'Allemagne a produit environ 30 millions de tonnes d'acier en 1943, représentant la production maximale de la capacité industrielle allemande plus la production d'acier européenne capturée. Ce chiffre incluait la production des aciéries françaises, belges et tchèques occupées, fonctionnant sous direction allemande. Il représentait la mobilisation totale de toutes les installations de production d'acier disponibles. Les États-Unis ont produit 41 millions de tonnes d'acier en 1943. L'Amérique a produit près de 3 tonnes d'acier pour chaque tonne produite par l'Allemagne. L'Union soviétique, malgré une
Une évacuation industrielle massive et la destruction allemande des zones industrielles occidentales produisaient encore environ 18 millions de tonnes. La production combinée d'acier des Alliés approchait les 150 millions de tonnes contre une production allemande de 30 millions de tonnes. Un avantage de 5 pour 1 qui se traduisait directement en production d'armement. Plus d'acier signifiait plus de chars, plus de navires, plus d'artillerie, plus de camions, plus d'avions, plus de munitions, plus de tout ce qui était nécessaire à la guerre industrielle. L'écart de production d'acier n'était pas quelque chose qui pouvait être surmonté par de meilleures tactiques. Un entraînement supérieur ou un engagement idéologique. C'était une contrainte fondamentale en matière de ressources qui déterminait la production militaire maximale possible. L'Allemagne menait une guerre sur 5 fronts: Europe de l'Ouest, front de l'Est, Italie, guerre aérienne au-dessus de l'Allemagne, océan Atlantique, avec un 5e de la production d'acier de ses ennemis combinés. Les mathématiques de la défaite étaient écrites dans les chiffres de production d'acier. Le colonel Gehlen et le colonel von Rohen ont passé des semaines fin 1943 à analyser ces chiffres avec un désespoir croissant, recoupant les sources, cherchant des erreurs ou des exagérations qui pourraient rendre la situation moins catastrophique. Ils n'en ont trouvé aucune. Chaque source confirmait la même réalité fondamentale. Ils ont fait venir d'autres analystes des armées étrangères Est et des armées étrangères Ouest, leur ont montré les données, ont demandé des évaluations indépendantes. Les conclusions étaient toujours les mêmes. L'Amérique possédait une capacité industrielle qui faisait passer la production allemande pour une industrie artisanale. L'Union soviétique, malgré des pertes massives et l'occupation allemande de territoires industriels importants, avait réussi à évacuer et à reconstruire une capacité industrielle qui dépassait la production allemande. La Grande-Bretagne, bien que plus petite en termes absolus, maintenait une production suffisante pour approvisionner une armée moderne tout en fournissant des technologies avancées comme le radar, les moteurs à réaction et les machines de décryptage que l'Allemagne avait du mal à égaler. L'Allemagne faisait face à 3 adversaires majeurs, chacun d'entre eux ayant une capacité industrielle supérieure à celle de l'Allemagne dans au moins certaines catégories. L'avantage de production combinée des Alliés était écrasant dans toutes les catégories d'équipements militaires. La seule question était de savoir combien de temps la supériorité tactique allemande et les avantages défensifs pouvaient retarder la défaite inévitable. Les analystes ont préparé un rapport complet pour le haut commandement allemand en décembre 1943. Le rapport était clinique, mathématique, indéniable dans sa logique. Il comparait la capacité de production allemande à la production alliée dans chaque catégorie significative d'équipements militaires: chars, artillerie, avions, camions, navires, munitions, carburant, acier. Chaque comparaison racontait la même histoire. L'Allemagne était dépassée en production dans chaque catégorie par des marges significatives, et l'écart s'élargissait plutôt que de se réduire à mesure que la guerre se poursuivait. Mais le rapport allait au-delà de la simple présentation des chiffres de production. Les analystes incluaient des projections détaillées de ce que ces chiffres de production signifiaient pour les opérations militaires au cours des 12 à 24 prochains mois. Ils calculaient que les avantages de production des Alliés signifiaient que l'Allemagne ferait face à une supériorité numérique croissante sur chaque théâtre d'opération. Les forces allemandes pouvaient continuer à gagner des batailles individuelles grâce à des tactiques supérieures, un meilleur entraînement et parfois un meilleur équipement. Mais elles perdraient inévitablement les campagnes par l'usure. Chaque char détruit, chaque avion abattu, chaque camion mis hors service serait remplacé pour les Alliés en quelques semaines ou mois. Les pertes allemandes prenaient beaucoup plus de temps à être remplacées, si tant est qu'elles le fussent. La logique de la guerre d'usure favorisait inexorablement le camp doté de la capacité industrielle de supporter des pertes indéfiniment, et ce camp n'était pas l'Allemagne. Le rapport incluait des projections pour 1944 et au-delà. Si les tendances de production actuelles se poursuivaient, les forces alliées atteindraient, d'ici la mi-1944,
des ratios de supériorité numérique de 3-1 ou plus dans la plupart des catégories de combat. D'ici 1945, les ratios atteindraient probablement 5-1 ou plus dans de nombreuses catégories. Les forces allemandes, quelle que soit leur formation ou leurs compétences tactiques, ne pouvaient pas maintenir le combat indéfiniment face à de telles disparités numériques. Les avantages qualitatifs des systèmes d'armes individuelles devenaient insignifiants face à 5 fois plus d'armes ennemies. Même si les forces allemandes maintenaient leur supériorité tactique, même si elles gagnaient chaque engagement, les pertes cumulées finiraient par détruire la Wehrmacht par simple usure. La main-d'œuvre disponible était finie. La capacité industrielle était limitée. Le territoire était perdu plutôt que gagné, réduisant l'accès aux ressources. La trajectoire pointait inexorablement vers la défaite. Le rapport concluait avec une certitude mathématique que l'Allemagne ne pouvait pas gagner la guerre par des moyens militaires, étant donné l'équilibre industriel actuel. Il ne s'agissait pas de défaitisme ou d'opinion politique. C'était une analyse objective basée sur des données vérifiées. La conclusion était une évaluation professionnelle qui aurait dû éclairer la prise de décision stratégique. Les analystes s'attendaient à ce que le haut commandement utilise ces informations pour élaborer des options stratégiques réalistes. Peut-être l'Allemagne pourrait-elle rechercher des solutions diplomatiques tout en conservant un territoire significatif et en maintenant une certaine position de négociation. Peut-être les ressources pourraient-elles être réaffectées pour se concentrer sur des opérations défensives susceptibles de prolonger la guerre tout en recherchant un règlement politique. Peut-être l'information pourrait-elle éclairer les décisions concernant les territoires, à prioriser pour leur maintien et ceux à céder. Au minimum, une compréhension réaliste de la situation pourrait empêcher des opérations offensives inutiles qui consommaient des ressources irremplaçables sans atteindre d'objectifs stratégiques. Le colonel von Rohen présenta ce rapport à ses supérieurs du haut commandement en pleine connaissance de ses implications controversées. Il n'était pas un défaitiste. Son dossier professionnel démontrait son engagement envers la victoire allemande. Il n'était pas un traître. Son héritage militaire prussien et son honneur personnel étaient au-dessus de tout soupçon. C'était un officier de renseignement professionnel présentant une analyse précise afin que la direction puisse prendre des décisions éclairées. Il s'attendait à des désaccords, peut-être à de la colère, face à ces conclusions indésirables. Ce qu'il rencontra fut pire. Un rejet complet de l'analyse elle-même. Hitler refusa d'accepter les conclusions du rapport, les qualifiant de propagande défaitiste, sapant le moral allemand. Il soutenait que la volonté allemande, des tactiques supérieures et des avancées technologiques imminentes surmonteraient les désavantages numériques. Il cita des exemples historiques de forces plus petites vainquant des forces plus grandes par l'habileté et la détermination, les victoires de Frédéric le Grand en infériorité numérique, les victoires de Hannibal sur Rome, les premières des campagnes de Napoléon. Il insistait sur le fait que les chiffres de production alliés étaient exagérés à des fins de propagande, que l'équipement américain était inférieur et échouerait au combat, que l'industrie soviétique s'effondrerait sous la pression allemande continue, que la Grande-Bretagne était proche de l'épuisement économique. D'autres commandants et figures de la direction nazie réagirent de manière similaire. Ils soulignèrent les victoires tactiques allemandes continues. Les armes allemandes supérieures, comme le Char Panther et le chasseur à réaction Me-262, ainsi que les avantages défensifs des positions fortifiées. Ils se soutenaient que les troupes allemandes étaient mieux entraînées, mieux dirigées, plus motivées idéologiquement que les forces alliées. Ils croyaient que l'excellence tactique pouvait surmonter l'infériorité numérique. Certains arguaient que des armes secrètes en développement, avions à réaction, U-boot améliorés, armes V, changeraient l'équilibre stratégique. Von Rohen tenta d'expliquer que les tactiques devenaient insignifiantes face à une supériorité matérielle écrasante,
que les différences de qualité disparaissaient face à 5 fois plus d'ennemis, et que même les meilleures troupes ne pouvaient pas combattre efficacement sans carburant, munitions et matériel de remplacement. Ces arguments furent rejetés comme du défaitisme. Le rapport fut classé et ignoré. Le rejet par le haut commandement allemand de ces évaluations de renseignement représentait un échec fondamental à comprendre le fonctionnement de la guerre industrielle moderne. Les traditions militaires des siècles précédents mettaient l'accent sur le courage, l'habileté, le leadership et la brillance tactique comme facteurs décisifs de la guerre. Ces qualités avaient endégagné des guerres pendant des milliers voire d'années. Des guerriers individuels avec une formation supérieure pouvaient vaincre des nombres plus importants d'adversaires inférieurs. Des tactiques supérieures pouvaient surmonter les désavantages numériques. Des commandants brillants pouvaient remporter la victoire par la manœuvre et la tromperie. Mais la Seconde Guerre mondiale était différente de tous les conflits précédents. C'était la première guerre totale, véritablement industrielle, où la victoire dépendait plus de la production en usine que des prouesses sur le champ de bataille. La nation qui pouvait produire plus de chars, d'avions, de canons, de munitions et de fournitures gagnerait par simple usure, quelles que soient les considérations tactiques. La direction militaire allemande, formée aux méthodes des militaires prussiennes traditionnelles, ne pouvait pas accepter psychologiquement cette nouvelle réalité. Mais certains officiers allemands comprenaient. Le général Heinz Guderian, l'un des plus grands commandants de chars et théoriciens de la guerre blindée d'Allemagne, écrivit dans ses mémoires avoir étudié des équipements et des documents d'approvisionnement américains capturés. Il en conclut que l'Allemagne combattait un ennemi disposant de ressources industrielles illimitées et que la victoire était impossible dans ces circonstances. Le maréchal Erwin Rommel arriva à des conclusions similaires après avoir combattu les forces britanniques et américaines en Afrique du Nord, en Italie et en France. Il nota dans des lettres à son épouse et dans des rapports officiels que la supériorité tactique allemande ne signifiait rien face à des ennemis qui pouvaient remplacer les pertes immédiatement, tandis que les unités allemandes combattaient avec des ressources qui diminuaient constamment. En 1944, il serait poussé à participer au complot contre Hitler, en partie à cause de cette reconnaissance que la guerre ne pouvait être gagnée militairement. Albert Speer, nommé ministre du Reich à l'armement et à la production de guerre en février 1942, comprit le fossé de production et travailla frénétiquement pour augmenter la production allemande. Il réalisa des augmentations significatives grâce à la rationalisation de la production, une meilleure allocation des ressources et l'exploitation impitoyable de la main-d'œuvre esclave. La production allemande augmenta considérablement sous sa direction. 1943 et 1944 virent le pic de la production allemande dans la plupart des catégories. Mais Speer savait que ses efforts étaient insuffisants. Après le début des bombardements alliés sur les installations pétrolières synthétiques en mai 1944, Speer conclut que la guerre était économiquement perdue. Le bombardement du 12 mai 1944 de l'usine de pétrole synthétique de Leuna fut, selon les mots ultérieurs de Speer, le jour où la guerre technologique fut décidée. Il déclara plus tard « Ce jour-là, il était clair pour tout le monde dans l'industrie allemande qu'ils avaient perdu la guerre. Pourtant, il continua à exiger des augmentations de production, faisant des discours sur les armes secrètes et la victoire finale, car sa vision du monde et sa position ne lui laissaient aucune alternative. Les analystes du renseignement poursuivirent leur travail tout au long de l'année 1944, même si leurs rapports étaient systématiquement rejetés ou ignorés. Ils documentèrent l'invasion alliée de la Normandie le 6 juin 1944 avec la même précision mathématique qu'ils avaient appliquée aux statistiques de production. Le débarquement impliqua environ 5000 navires transportant 156 000 soldats le premier jour, suivi de millions d'autres au cours des mois suivants. La planification et l'exécution logistique d'une telle opération dépassaient tout ce que l'Allemagne avait tenté.
même au sommet de sa puissance. Les ports artificiels Mulberry, déployés pour soutenir l'invasion, des ports temporaires construits en Grande-Bretagne, remorqués à travers la Manche et assemblés au large des côtes normandes, représentaient une capacité d'ingénierie et industrielle que les forces allemandes ne pouvaient égaler. Chaque port Mulberry était à peu près de la taille du port de Douvres, le principal port de Grande-Bretagne, mais construit spécifiquement pour cette invasion et considéré comme consommable. Quelques semaines après le débarquement, les forces alliées recevaient des fournitures par ces ports artificiels à des rythmes qui auraient suffi à toute la Wehrmacht. Les dépôts de ravitaillement allemands établis en Normandie contenaient plus de matériel que ce qui existait dans toute l'Allemagne. La reconnaissance photographique montrait des dépôts de carburant, des stocks de munitions, des parcs de véhicules, des entrepôts de ravitaillement couvrant des kilomètres carrés. La logistique alliée opérait à des échelles qui faisaient paraître primitives les opérations d'approvisionnement allemandes. Les unités de combat américaines consommaient des fournitures à des rythmes que les forces allemandes ne pouvaient imaginer soutenir. L'artillerie tirait des missions de soutien se mesurant en milliers d'obus par jour. Les unités d'infanterie étaient réapprovisionnées quotidiennement en nourriture fraîche, munitions, équipements de remplacement. L'entretien des véhicules était soutenu par des installations de réparation mobiles transportant d'énormes stocks de pièces de rechange. Les soins médicaux incluaient des hôpitaux chirurgicaux de première ligne équipés de fournitures et d'équipements meilleurs que la plupart des hôpitaux civils en Allemagne. Les services de renseignement documentèrent les opérations aériennes américaines en Europe avec une précision similaire. Fin 1944, les forces aériennes américaines et britanniques effectuèrent des milliers de sorties par jour, larguant des milliers de tonnes de bombes, perdant des centaines d'avions face à la flak et aux chasseurs, et remplaçant ces pertes immédiatement. La 8e Air Force, opérant depuis la Grande-Bretagne seule, comptait plus d'avions que l'ensemble de la Luftwaffe. Un seul groupe de bombardement américain, à peu près l'équivalent d'un Geschwader allemand, disposait de plus d'avions que certains Fliegerkorps allemands. La production d'avions allemandes, malgré les efforts désespérés de Speer, atteignit un pic d'environ 39 807 avions en 1944 avant de décliner fortement sous les effets. Combiné des bombardements alliés, des pénuries de carburant et des contraintes de ressources. La production américaine en 1944 atteignit 96 318 avions. Les Américains construisaient plus de 2 avions pour chaque avion produit par l'Allemagne. Et les avions américains étaient de plus en plus sophistiqués. Des chasseurs à long rayon d'action comme le P-51 Mustang, des bombardiers lourds comme le B-17 et le B-24, des avions spécialisés pour chaque rôle. Le ciel appartenait aux Alliés dès 1944 parce que les usines américaines pouvaient construire des avions plus vite que les pilotes allemands et les canons de DCA ne pouvaient les abattre. La Luftwaffe se mourait par l'usure, perdant des pilotes expérimentés qui ne pouvaient être remplacés, brûlant du carburant qui ne pouvait être réapprovisionné, faisant voler des avions qui étaient en infériorité numérique par des facteurs de 5 ou plus. Les avions à réaction allemands, comme le Me-262, représentaient une supériorité technologique. Mais l'Allemagne ne produisit qu'environ 1400 Me-262 au total. Ils étaient en infériorité numérique face à des milliers de chasseurs conventionnels alliés et ne pouvaient pas changer l'équilibre stratégique. La qualité devenait insignifiante face à une quantité écrasante. Les renseignements dévastateurs finaux arrivèrent fin 1944 grâce à une analyse détaillée des opérations logistiques alliées en France. Après la percée de Normandie fin juillet et août, les forces américaines avancèrent rapidement à travers la France, libérant Paris et poussant vers la frontière allemande. Pendant une brève période, fin août et début septembre, les forces américaines ont dépassé leur ligne de ravitaillement. Les camions de ravitaillement parcouraient des centaines de kilomètres depuis les plages de Normandie jusqu'aux unités en progression, consommant d'énormes quantités de carburant rien que pour le trajet.
Cela aurait dû créer des opportunités de contre-attaque allemandes contre des forces alliées étirées avec des lignes de ravitaillement vulnérables. Au lieu de cela, les Américains ont simplement acheminé les fournitures par voie aérienne. Les rapports des services de renseignement ont documenté que les forces américaines ou les forces américaines recevaient des fournitures même à Coxarès par voie aérienne en quantité qui dépassait ce que les forces terrestres allemandes pouvaient transporter par camion et par rail combinés. Des milliers d'avions de transport C-47 effectuant de multiples missions quotidiennes livraient du carburant, des munitions et de la nourriture aux armées en progression. Pendant la période où le ravitaillement terrestre était limité, les avions de transport américains livraient quotidiennement des milliers de tonnes de fournitures. Cette seule capacité de ravitaillement aérien dépassait la capacité logistique totale de l'Allemagne. L'analyse était dévastatrice. L'Amérique disposait d'une capacité de transport si importante qu'elle utilisait des avions coûteux, complexes et gourmands en ressources, pour livrer des fournitures de routine simplement parce que c'était plus rapide que le transport terrestre. L'Allemagne pouvait à peine ravitailler ses unités de première ligne par camion et par train. L'Amérique utilisait des avions pour la logistique de routine. Un exemple particulier documenté par les analystes du renseignement illustrait la disparité avec une clarté douloureuse. La 3e armée du général George Patton avait avancé si rapidement en août 1944 que les lignes de ravitaillement terrestre ne pouvaient suivre le rythme. L'armée s'est temporairement arrêtée en raison de pénuries de carburant début septembre, démontrant que même la logistique américaine avait des limites physiques. Mais l'arrêt n'a duré que quelques jours. Des opérations de ravitaillement aérien d'urgence ont livré suffisamment de carburant pour reprendre l'avance dans les 72 heures. Les services de renseignement allemands ont calculé que le tonnage acheminé par voie aérienne à la 3e armée en une semaine dépassait ce que l'ensemble de la Luftwaffe aurait pu transporter en un mois, même à pleine puissance et avec un carburant illimité. Et la Luftwaffe, en septembre 1944, n'avait ni sa pleine puissance ni un carburant illimité. Elle n'avait qu'une fraction de sa capacité d'antan. Fonctionnait avec le rationnement de carburant, perdant des avions plus vite qu'ils ne pouvaient être remplacés. Fin 1944, les services de renseignement documentaient non seulement la supériorité américaine, mais aussi les implications immédiates de cette supériorité pour la survie de l'Allemagne. Les forces soviétiques avançaient de l'Est, avec d'énormes avantages numériques en chars, en artillerie et en avions. La production industrielle soviétique s'était redressée après les avancées allemandes initiales et était complétée par d'énormes expéditions américaines au titre du pré-bail. 400 000 camions, 12 000 véhicules blindés, 11 000 avions. D'énormes quantités de nourriture, de carburant et de matières premières. Les forces britanniques et américaines avançaient de l'Ouest, avec une supériorité aérienne complète et un soutien logistique écrasant. Les forces allemandes continuaient de combattre habilement, de réaliser des chefs-d'œuvre tactiques et d'infliger de lourdes pertes aux forces d'attaque. Mais l'issue stratégique n'a jamais fait de doute. Les chiffres rendaient la défaite inévitable. L'offensive des Ardennes en décembre 1944, la dernière attaque majeure de l'Allemagne à l'Ouest, a démontré la futilité de combattre contre une telle supériorité industrielle. Les forces allemandes ont réussi une surprise totale grâce à une sécurité méticuleuse et au silence radio. Elles ont obtenu un succès tactique initial, perçant les lignes américaines, capturant du territoire et provoquant la panique dans les zones arrières alliées. L'offensive a progressé de manière significative les premiers jours, semblant valider la foi d'Hitler dans la volonté et l'habileté tactique. Mais l'offensive était vouée à l'échec avant même de commencer, non pas par une défaillance de planification ou d'exécution, mais par de simples mathématiques logistiques. Les plans allemands dépendaient explicitement de la capture de dépôts de carburant américains pour soutenir l'attaque.
La Wehrmacht ne pouvait pas fournir suffisamment de carburant par son propre système logistique pour une offensive de cette ampleur et de cette durée. Hitler lui-même avait déclaré que les forces allemandes devraient compter sur la capture de dépôts alliés lors de leur poussée vers l'ouest. La Kampfgruppe Pieper, la formation blindée de pointe, a spécifiquement ciblé les dépôts de carburant américains, s'approchant à moins de 300 mètres d'une importante installation de stockage à Stavelot avant que les forces américaines ne l'incendient. Cette dépendance à l'égard de la capture des approvisionnements ennemis était en soi un aveu de la faiblesse logistique et du désespoir stratégique allemand. Aucune opération militaire réussie ne devrait dépendre de la saisie des ressources ennemies pour se poursuivre. Le fait que le haut commandement allemand ait approuvé un tel plan démontrait à quel point leur pensée stratégique s'était éloignée de la réalité. Lorsque les forces américaines se sont remises de la surprise initiale et ont fait jouer leur supériorité matérielle, l'offensive allemande s'est effondrée en quelques semaines. Les unités américaines qui avaient subi de lourdes pertes initiales ont été renforcées et réapprovisionnées en quelques jours. La 101e division aéroportée, encerclée à Bastogne, a été ravitaillée par voie aérienne tandis que les forces blindées américaines se frayaient un chemin pour la libérer. Les forces allemandes, qui avaient initialement avancé rapidement, se sont retrouvées immobilisées par des pénuries de carburant sous des attaques aériennes constantes lorsque le tension s'est éclairci. Faisant face à des renforts ennemis arrivant plus vite que les commandants allemands ne l'avaient cru possible. L'offensive a consommé les dernières réserves opérationnelles de carburant, de blindés et de troupes expérimentées de l'Allemagne, sans aucun gain stratégique. L'analyse du renseignement sur l'opération des Ardennes a confirmé les évaluations précédentes avec une clarté brutale. Les forces américaines ont subi de lourdes pertes lors des combats initiaux. Environ 19 000 morts, 47 500 blessés, 23 000 capturés ou portés disparus. Mais ces pertes ont été remplacées en quelques semaines. En moins d'un mois, les forces américaines étaient plus fortes qu'avant le début de l'offensive. Les pertes allemandes étaient proportionnellement moindres, environ 12 000 morts, 38 000 blessés, 30 000 capturés ou portés disparus, mais irremplaçables. L'Allemagne n'avait pas de réserve stratégique. Les troupes expérimentées perdues dans les Ardennes ne pouvaient être remplacées. Les panzers détruits ne pouvaient être reconstruits. Le carburant consommé était épuisé. La bataille a démontré en miniature ce que les analystes du renseignement documentaient depuis des années. L'habileté tactique et le succès initial allemand ne signifiaient rien face à des ennemis capables d'absorber les pertes et de continuer à combattre avec une force intacte, tandis que la force allemande déclinait inexorablement. Le colonel Alexis von Rohen n'a pas vécu pour voir la défaite finale de l'Allemagne. Il fut arrêté en juillet 1944 pour des liens périphériques avec le complot du 20 juillet contre Hitler. Bien que son implication fût mineure, il était au courant de la conspiration, mais n'y a pas participé activement. Le régime nazi l'a exécuté le 12 octobre 1944 à la prison de Plötzensee. Sa mort a privé l'Allemagne de l'un de ses analystes de renseignement les plus précis, un homme qui avait tenté à plusieurs reprises de fournir une évaluation objective des capacités ennemies pour éclairer les décisions stratégiques. Les historiens découvriraient plus tard que von Rohen était secrètement anti-nazi depuis des années et avait délibérément transmis à Hitler des renseignements alliés trompeurs sur les préparatifs du jour J, faisant de lui un atout allié involontaire tout en servant ostensiblement les services de renseignement allemands. Son exécution fut à la fois personnellement tragique et professionnellement symbolique. L'Allemagne nazie a littéralement tué le messager pour avoir apporté des vérités déplaisantes. Le colonel Gehlen a survécu à la guerre. Dans les derniers mois, il a organisé la conservation des dossiers des enceintes et des armées étrangères de l'Est, microfilmant des documents et les cachant dans les Alpes bavaroises. Après la capitulation allemande, il a contacté les forces américaines et leur a offert ses dossiers de renseignement et son expertise. Les Américains,
reconnaissant la valeur de sa connaissance des forces soviétiques au début de la guerre froide, l'ont employé. Il dirigerait plus tard les services de renseignement ouest-allemands, ses capacités d'analyse étant reconnues même par d'anciens ennemis. Les dossiers des armées étrangères de l'Est, qu'il a préservés, sont devenus de précieux atouts de renseignement pour les alliés occidentaux. L'histoire de l'analyse du renseignement allemand pendant la Seconde Guerre mondiale révèle des vérités profondes sur la guerre moderne qui restent bien pertinentes des décennies plus tard. La capacité industrielle détermine la victoire dans une guerre totale entre nations industrielles modernes. Courage, habileté, génie tactique, ferveur idéologique, tout cela compte, mais ne peut surmonter un désavantage matériel écrasant. Les Allemands ont découvert cette vérité grâce à une analyse minutieuse des documents de ravitaillement américains capturés, à des statistiques de production systématiques et à des calculs mathématiques rigoureux. Ils ont présenté cette vérité à leurs dirigeants à plusieurs reprises tout au long de 1943 et 1944. Leurs avertissements ont été ignorés parce que les accepter signifiait accepter une défaite inévitable. Les cartes de ravitaillement et les documents logistiques américains capturés, qui ont tant choqué les analystes allemands fin 1943, n'étaient pas des armes secrètes ou des technologies classifiées. C'étaient des formalités administratives banales. Un décompte de routine des fournitures reçues et consommées, une documentation logistique militaire standard. Leur pouvoir ne résidait pas dans la révélation de secrets, mais dans la démonstration de la réalité. L'Amérique pouvait produire, transporter et consommer des fournitures militaires à des échelles que l'Allemagne ne pouvait égaler. Cette simple vérité, confirmée par une analyse minutieuse du renseignement, a déterminé l'issue de la guerre plus sûrement qu'aucune bataille. La logistique est le fondement ingrat mais essentiel de la puissance militaire. Une armée sans carburant ne peut se déplacer. Une armée sans munitions ne peut combattre. Une armée sans nourriture ne peut survivre. Des tactiques supérieures ne signifient rien lorsque les soldats manquent des moyens matériels pour les exécuter. L'impossibilité mathématique d'une victoire allemande était claire pour les analystes professionnels du renseignement dès fin 1943. Chaque mois suivant a confirmé et amplifié cette conclusion avec des données supplémentaires. La production américaine augmentait, tandis que la production allemande stagnait ou déclinait sous les bombardements alliés. La production soviétique s'est redressée et a dépassé la capacité allemande. La production britannique, bien que plus faible en termes absolus, a apporté des technologies cruciales et un matériel significatif. L'avantage de production combiné des Alliés est passé de 3 en 1943 à 5,1 ou plus en 1945. Le coût humain d'ignorer ces évaluations du renseignement fut stupéfiant et tragique. L'Allemagne a combattu pendant environ 18 mois. Après que les services de renseignement eurent conclu que la victoire était impossible. Des millions sont morts dans des combats dont les analystes professionnels savaient qu'ils ne pouvaient pas changer l'issue finale. Des villes furent détruites, des populations décimées, l'Europe dévastée, des communautés juives anéanties, tout cela tandis que les rapports de renseignement restaient dans les dossiers, documentant la certitude mathématique de la défaite. La tragédie n'était pas seulement que l'Allemagne ait perdu. La tragédie était que cette perte était prévisible, documentée et présentée à des dirigeants qui refusaient d'accepter la réalité mathématique. Les analystes du renseignement allemand qui ont étudié les capacités d'approvisionnement et les statistiques de production américaines ont rempli leurs fonctions professionnelles avec compétence et intégrité. Ils ont recueilli des informations auprès de multiples sources indépendantes. Ils ont analysé les données avec soin et systématiquement. Ils ont présenté des conclusions basées sur des preuves plutôt que sur l'idéologie ou le vœu pieux. Leur travail représentait ce que les services de renseignement devraient faire. Fournir des évaluations précises pour permettre une prise de décision éclairée. Que leurs conclusions aient été systématiquement ignorées et rejetées représente un échec non pas du renseignement, mais d'un leadership peu disposé à accepter des vérités déplaisantes.
La preuve mathématique de la défaite allemande existait dans les manifestes de ravitaillement. Ravitaillement capturé montrant des corps des corps d'armée américains recevant plus de matériel que des armées allemandes. Elle existait dans les statistiques de production, montrant que les usines américaines construisaient plus d'armes en quelques mois que l'Allemagne n'en produisait en plusieurs années. Elle existait dans les données d'expédition, montrant que l'Amérique lançait des navires plus vite que les U-boats ne pouvaient les couler. Elle existait dans les chiffres du pétrole, montrant l'abondance de carburant américain, tandis que les forces allemandes rationnaient chaque goutte. Elle existait dans les comparaisons de production d'acier, montrant une production alliée dépassant la capacité allemande de 5 à 1. Elle existait dans la production de camions, montrant une capacité logistique américaine qui rendait les opérations allemandes primitives. La preuve était exhaustive, vérifiée par de multiples sources, mathématiquement indéniables, et systématiquement ignorée par ceux qui avaient le pouvoir d'agir en conséquence. Avec le recul de 8 décennies, les évaluations du renseignement allemand de 1943 et 1944 apparaissent à la fois prémonitoires et tragiquement vaines. Les analystes avaient en raison dans toutes leurs conclusions majeures. La victoire était impossible étant donné l'équilibre industriel. Les mathématiques de l'attrition rendaient la défaite inévitable. Aucune habileté tactique ne pouvait surmonter un désavantage matériel aussi fondamental. Mais cette connaissance ne changea rien, parce que la direction choisit de croire en la volonté, l'idéologie et la destinée historique, plutôt qu'en l'arithmétique. La guerre continua jusqu'à l'effondrement militaire complet de l'Allemagne, jusqu'à ce que les villes soient en ruine, jusqu'à ce que des millions de personnes supplémentaires soient mortes, jusqu'à ce que le Troisième Reich soit entièrement détruit, jusqu'à ce que la preuve de la défaite soit inscrite non pas dans des documents capturés, mais dans les territoires occupés et la reddition inconditionnelle. La leçon tirée de cet épisode historique transcende la Seconde Guerre mondiale et reste pertinente pour comprendre les conflits entre nations industrielles modernes. Un renseignement précis ne vaut rien si la direction refuse d'accepter les conclusions indésirables. Une analyse systématique ne signifie rien si les décisions sont fondées sur l'idéologie plutôt que sur les preuves. La compétence professionnelle devient sans pertinence face à une cécité volontaire. Les services de RACCI et les services de renseignement allemands ont fourni une évaluation précise des capacités ennemies et des résultats probables. La direction allemande a choisi la fantaisie plutôt que la réalité. Et le résultat fut une catastrophe qui aurait pu être limitée ou atténuée par une acceptation plus précoce de la vérité mathématique. Les guerres entre puissances industrielles sont fondamentalement des compétitions économiques gagnées dans les usines avant que les résultats ne soient décidés sur les champs de bataille. Ce principe a été prouvé de manière définitive lors de la Seconde Guerre mondiale. Les analystes du renseignement allemand l'avaient compris dès 1943. Ils l'ont documenté méticuleusement. Ils l'ont présenté clairement. Ils ont averti à plusieurs reprises que la poursuite des combats ne ferait qu'augmenter l'ampleur de la défaite finale, sans en changer l'issue. Leur direction n'a jamais accepté cette vérité. Le coût de ce refus s'est mesuré en millions de vies, en villes détruites et en la destruction totale de l'Allemagne en tant qu'État-nation. En mai 1945, les cartes d'approvisionnement et les documents logistiques américains capturés représentaient la preuve d'une réalité simple mais décisive. L'Amérique pouvait produire plus, transporter plus et consommer plus de fournitures militaires que l'Allemagne. Cet avantage n'était pas marginal. Il était écrasant, suffisant pour rendre la défaite allemande inévitable quelle que soit la performance sur le champ de bataille. Des avantages de 3 contre 1 en production peuvent être surmontés par des tactiques supérieures, un meilleur équipement, un terrain avantageux. Des avantages de 5 contre 1 ne peuvent être surmontés qu'en cas d'erreur ennemie si massive qu'elles en sont improbables. L'avantage allié dépassait 5 contre 1 dans de nombreuses catégories et augmentait au fil du temps. En fin de compte,
Les analystes allemands ont étudié les cartes d'approvisionnement américaines capturées et ont compris qu'ils ne pourraient bien jamais gagner, non pas grâce à une seule révélation, mais par l'accumulation de preuves indéniables sur plusieurs mois. Chaque document capturé ajoutait des points de données. Chaque statistique de production confirmait des tendances. Chaque interrogatoire de prisonniers fournissait une validation. Chaque rapport d'agent corroborait les renseignements précédents. Le tableau qui émergeait était complet, vérifié, mathématiquement certain. L'Allemagne faisait face à des ennemis dotés de 3 à 5 fois sa capacité industrielle, et cet écart se creusait. Aucune habileté tactique ni aucun esprit combatif ne pouvait surmonter une telle disparité fondamentale dans une guerre d'attrition industrielle. Les analystes le savaient, l'ont documenté méticuleusement et l'ont présenté clairement à la direction. Leur tragédie n'était pas un échec analytique, mais la non-pertinence d'un renseignement précis lorsque la direction refuse d'accepter la réalité. Les documents d'approvisionnement capturés racontaient une histoire de défaite inévitable, écrite en chiffres qu'on ne pouvait contester ni rejeter, sauf par une cécité volontaire. Ils montraient une abondance américaine qui semblait impossible selon l'expérience allemande, mais qui était vérifiée par de multiples sources indépendantes. Ils révélaient un ennemi doté d'une capacité industrielle si écrasante que les espoirs allemands de victoire militaire n'étaient que des fantasmes déconnectés de la réalité matérielle. La seule question qui restait à la fin de 1943 était de savoir combien de temps l'Allemagne nierait ce que les chiffres rendaient évident. Combien d'autres mourraient avant que l'arithmétique ne remplace l'idéologie comme base des décisions stratégiques? Cette question fut répondue le 7 mai 1945, lorsque l'Allemagne se rendit inconditionnellement, vaincue non pas principalement par la force militaire, mais par la certitude mathématique que la capacité industrielle détermine la victoire dans la guerre moderne. Les analystes du renseignement qui avaient étudié pour la première fois ces documents d'approvisionnement capturés fin 1943 avaient compris cette vérité 18 mois plus tôt. Ils avaient tenté d'avertir leur direction. Ils avaient présenté les preuves. Ils avaient montré les calculs. Leurs avertissements furent ignorés, et des millions payèrent le prix de cette cécité volontaire. Les cartes d'approvisionnement américaines capturées documentaient non seulement la logistique militaire, mais aussi la futilité de combattre une supériorité industrielle écrasante. Les chiffres racontaient une vérité que la direction allemande ne pouvait accepter. Dans la guerre industrielle moderne, les usines comptent plus que le courage, les chaînes de production déterminent les résultats plus que les tactiques, et l'arithmétique gagne toujours.